nous sommes au MUFIM, le musée de folklore et des imaginaires de Tournai. C'est un musée qui a été créé en 1930 on m'a demandé de reprendre la direction de ce musée en 2017 pour qu'il soit reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme musée. Il est en catégorie C. Et la Wallonie vient de le reconnaître comme site touristique. Donc il y a une double reconnaissance qui fait très plaisir. C'est un musée assez passionnant qui résulte de la générosité des Tournaisiens et des personnes de l'extérieur, par des dons divers, quelques acquisitions aussi. Et la patte que j'ai apportée, c'est d'une part de simplifier la scénographie en revenant aux vitrines originales. Et donc j'ai supprimé toute une série de vitrines qui ont été ajoutées par le temps. Ça, c'est une des premières caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est que j'ai essayé de créer des dialogues entre les mots, entre les objets, pour que les gens perçoivent la thématique à travers la disposition des objets. Et dans ces objets, j'ai glissé des œuvres d'artistes, surtout des artistes contemporains. C'est le cas pour le moment. Il y a un peu plus de 240 œuvres de 122 artistes différents qui se glissent dans la scénographie des différentes salles, mais toujours avec beaucoup de discrétion. C'est-à-dire que les œuvres, ce n'est pas un musée des beaux-arts, c'est un musée d'ethnographie. Et donc ces œuvres donnent un éclairage particulier sur chacune des thématiques. Et c'est vraiment un grand plaisir parce que les artistes comprennent bien les enjeux de la présence de leurs œuvres dans ce musée. On peut circuler. C'est un très grand musée. Il fait 1240 mètres carrés et je propose qu'on ne voit pas l'ensemble du musée parce qu'il est trop grand. Mais que ce sera un choix tout à fait sélectif lié à la captation de l'image. Voilà, ça c'est une salle avec différents éléments, avec les traditions gustatives, avec également la tradition des géants, avec le picard, la langue populaire de cette région. Et cette salle me plaît vraiment beaucoup parce que, par son agencement, on a été conseillé par Vincent Beckman, qui pour moi est vraiment un photographe très intéressant, et il a le rôle, ainsi que 4 autres personnes, d'être critiqueurs et critiqueuses du musée. C'est-à-dire qu'ils ont une mission, c'est de faire le tour de temps en temps du musée et de proposer des améliorations. Et c'est lui qui avait débuté ce rôle, qui est un rôle qu'il remplit bénévolement au profit du musée, mais il adore le musée. Et donc, Vincent avait remarqué qu'il y avait énormément d'encadrements accrochés sur les murs, mais sans grammaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un dispositif
qui faisait comprendre aux visiteurs que les choses avaient été disposées parce qu'elles avaient du sens ensemble. Donc, il nous a proposé, aux préparateurs et à moi-même, de déterminer une hauteur type et des écarts qui seraient respectés dans tout le musée. Ainsi, le visiteur prendra conscience que les choses sont là pour raconter des histoires. Et ça a été le cas pour ce mur-ci qui évoque d'une part tout le monde de la boucherie, et on a installé les outils du boucher pour à la fois créer des rythmes et une belle harmonie, mais en plus on a veillé par exemple à ce que les outils soient des hauteurs naturelles, la hauteur des mains ou de la ceinture auxquelles sont accrochés par exemple les couteaux. Et donc ce n'est pas qu'un dispositif, il y a aussi un rapport à l'utilité sociale de l'objet. Et une des plus belles dispositions, c'est celle avec Isabelle Linotte, c'est-à-dire que nous avions 2 photos qui montraient un marchand de moules qui venait d'Ostende et qui vendait des moules à tourner. Ce sont 2 photos de dates différentes. Et en visitant l'atelier d'Isabelle à Liège, on a pu voir qu'elle travaillait entre autres des moules dans lesquels elle collait, elle marouflait des petites gravures, ce qu'elle appelle des gravures aléatoires. Et quand on a vu ces moules, on en a emprunté un certain nombre, une petite dizaine, et on les a disposés entre les 2 photos. Et je trouve ça une des très belles intégrations de l'art contemporain dans ce musée, et qui a un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'esthétique. Et ça conforte le nouveau nom du musée, puisque avant il s'appelait Musée de folklore, et aujourd'hui c'est le Musée de folklore et des imaginaires. Et dans les imaginaires, il y a énormément les œuvres des artistes du XXIe siècle. On fait juste le tour de la salle. Ah oui, oui, c'est juste. Donc dans cette grande vitrine, on a les géants historiques de Tournai, ceux qui sont sortis dans les années 30, directement inspirés par les géants de Hatt. Et c'est Léon Tréhou, un bébéniste, qui a imaginé ces géants. Et les tout premiers géants ont représenté un peu l'histoire de Tournai. C'est-à-dire, on a Childéric, le papa de Clovis, dont un ouvrier découvre fortuitement la tombe au XVIIe siècle. Et la tombe contient un ensemble d'abeilles en or, ce qui en fait une découverte archéologique de première importance. À côté de lui, on a l'Étalde et Engelbert, réputés les premiers croisés à avoir franchi les murs de Jérusalem avec les croisades. Christine de Lalaing, qui aurait organisé la défense de la ville qui était devenue une Genève du Nord, une ville essentiellement protestante, et qui aurait organisé la défense des protestants face à Farnèse, venu récupérer la ville de Tournai sur ordre du roi d'Espagne pour qu'elle rentre dans le giron catholique. Et puis à côté, Louis XIV, qui a fortement influencé l'image de Tournai, en canalisant l'Escaut, en édifiant une citadelle avec les plans signés par Vauban, en imposant une nouvelle architecture, et un parlement des Flandres, un vaste palais de justice. À côté de lui, un peu comme une épouse, reine Tournai, donc l'image symbolique de la ville. Et elle côtoie Louis XVIII, qui était ce qu'on appelle à Tournai un raccommodeur de porcelaine, donc il passait dans les rues et il se signalait, et les gens qui avaient cassé un plat ou une assiette l'appelaient pour qu'il
répare l'objet cassé. Tandis qu'à ses côtés, nous avons châle vert et collet rouge, qui sont ce qu'on appelle des pourvus, donc des gens qui étaient entretenus par le bureau de bienfaisance. Parmi les collets rouges, on avait un certain nombre d'enfants trouvés, donc des enfants que l'on mettait dans le tour à l'hôpital Notre-Dame et qui généralement restaient orphelins, étaient placés dans des familles. Et enfin, nous avons le militaire du 3e régiment qui a été longtemps caserné à Tournai. Et donc, une caserne, ça a ses influences dans l'économie, mais aussi dans les traditions d'une ville, avec les bals, avec les bordels également, bien entendu. Dans cette salle, on a une évocation du cabaret wallon. Le cabaret wallon, c'est une initiative d'intellectuels wallons qui veulent défendre la culture par rapport à la Flandre et également la langue. Et donc, ils vont organiser une série de cabarets avec des textes souvent humoristiques. Et ils vont donc entretenir la langue picarde. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi le théâtre wallon. Et le cabaret existe toujours aujourd'hui, ce qui en fait vraiment une vénérable institution. Et parallèlement au cabaret wallon, on a d'autres sociétés qui existent également, les ficelles picardes, l'équivalent du cabaret d'hommes, exclusivement d'hommes, mais là avec exclusivement des femmes. On a également les ateliers de la Maison de la Culture de Tournai qui mettent en valeur une langue picarde créative d'aujourd'hui, avec des participants qui viennent de toute la Wallonie picarde, donc qui viennent de la région de Moucron, mais même de Mons. On a des participants français également qui ont en commun l'usage de la langue picarde, mais pour une écriture d'aujourd'hui, donc avec des préoccupations sociales. Ça en fait vraiment une originalité qui est régulièrement relevée par l'octroi de prix organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou organisé par l'Université de Liège. Nous, pour la filmer, on a déjà regardé avec Jackie le jeu, ça va être difficile, mais si on va discuter en train de la commenter, là, le présentateur public dira ah, il y a un truc curieux qui se passe autour de ça. D'accord. Voilà, quoi, faites une question. Dans cette salle-ci, on mêle le carnaval traditionnel de Tournai, qui n'existe plus, avec entre autres le Sauvage, qui est vraiment un personnage qui est commun au carnaval en Wallonie, avec celui de Hatt qui pose problème puisqu'il était noir avec un anneau dans le nez. Nous, on a un Sauvage blanc. Voilà. Et dans les vitrines, on a les badges du carnaval d'aujourd'hui. Et dans cette même salle, on a la plus vieille friterie de Belgique.
Donc c'était une friterie qui se déplaçait et les jours de fête, elle se mettait au pied du beffroi, mais elle est reconnue par les frituristes comme la plus ancienne friterie de Belgique. Et donc ça, c'est quand même une fierté pour nous, surtout qu'elle est vraiment bien dans son jus. Voilà, ça c'est une salle que j'aime beaucoup. C'est une salle qui est dont la scénographie est la résultante du travail de Vincent Beckmann et de Caspar Dombelmeister, deux artistes qui ont exploré le quartier du Maroc, qui est un quartier populaire de cité ouvrière, dans lequel il y a également une carrière comblée d'eau, dans laquelle viennent s'exercer des nageurs néerlandophones et des gens de la région ici. Et donc il nous donne un écho photographique, mais en plus pour cette exposition, donc ça fait un travail de 3 ans, pour cette exposition ils ont revu toute la mise en scène et ils ont demandé à ce que les gens du quartier viennent au vernissage. Et ils ont proposé aux gens du quartier d'écrire sur les murs pour donner un autre témoignage que le témoignage de la photographie. Ici, on est dans un espace de la pharmacie Lefébure, donc qui était une pharmacie qui existait comme telle à Tournai. Et puis, quand ils ont modifié la pharmacie pour la moderniser, ils ont proposé qu'on récupère tout l'équipement mobilier. Et en face de cette pharmacie, on a libéré tout un espace pour y organiser des expositions temporaires. Ça, c'est tout nouveau. Et l'exposition actuelle, c'est une exposition autour du thème du nœud, qui est le symbole d'Octobre Rose. On est en octobre, et donc c'est une façon pour des artistes d'exprimer leur vision du nœud. Ça résulte d'un appel. Et c'est toujours un risque de faire un appel parce qu'on a quelquefois des œuvres de qualité très différentes. Et là, la gageure a été relevée et on a vraiment une très belle exposition autour de ce thème du nœud. Ça, c'est très traditionnel dans les musées de folklore, c'est d'avoir un espace consacré à la classe. Ce que j'ai apporté, c'est, alors qu'on avait une classe avec des vieux bancs uniquement, moi j'étais recherché dans des écoles actuelles, des bancs qui révèlent l'évolution au niveau des matériaux, et également une évolution terriblement importante pour moi, ce sont les sièges avec tablette. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces sièges, c'est qu'enfin, on prend en considération les gauchers. Et c'est pour ça qu'on a une chaise pour droitier et une pour gaucher. C'est vraiment une évolution incroyable, puisque les gauchers ont été longtemps des victimes de l'enseignement. Voilà une pièce à laquelle je suis très sensible, c'est la
pièce qui représente Léon Trulin. C'était un jeune garçon originaire de Hatt qui se trouve à Lille suite au décès de son père. Et à la guerre 14-18, il veut se faire engager par l'armée belge. Il est refusé parce qu'il est considéré trop malingre, trop maladif. Et donc, il ne peut pas s'engager dans l'armée belge. Mais les Anglais l'ont repéré et les Anglais ont besoin d'espions qui notent les déplacements des troupes, les déplacements des trains. Et donc il va accepter de faire des observations pour les Anglais avec quelques copains de Lille, mais il se fait arrêter. Il se fait arrêter avec 2 copains, ils sont tous les 3 passés en jugement directement. Et là, les 3 sont condamnés à mort. Il y en a 2 qui vont à la prison et lui va passer par les armes. Et quelques années après la guerre 14-18, on décide d'ériger à l'avenue du peuple belge une sculpture à la mémoire de Léon Trulin. Et un sculpteur va prendre comme modèle un jeune garçon de 18 ans qui va revêtir un costume où il manque un bouton. On voit par le rendu que c'est un textile de piètre qualité, il porte des godillots aux pieds, et donc c'est montrer la modestie du milieu de vie de ce jeune garçon. On est en septembre 1917, il fait froid, donc le col du veston est relevé, et il est face à son peloton d'exécution, et c'est pour ça qu'au poignet, il porte le chapelet. Dans quelques secondes, il va être allongé sur le sol, comme il est également représenté à Tournai, à Lille. Ouais. Il est là. Il est là. C'est pas déjà pour nous. Non, c'est bon. Mais principalement l'essentiel et puis. Moi je ne suis que là. Voilà. D'accord, ok. Enfin, c'est ça la question. Oui, c'est ça. L'essentiel musical. Non, D'accord. Non, je me demandais où ça se passait. C'est ceci, hein. non. C'est ça, c'est l'image que là. Oui, ok. Je m'appelais bien comme ça aussi. Et ça, c'est Pascal. Et c'est Pascal, voilà, c'est ça, je le connais. Je sais pas que ça Et ça, c'est Rollet. Super. Du coup, je vais poser ça rapidement. Comment c'est bon, Jacqueline m'a dit que du coup. Émile fait de l'image à 360 degrés. Il fait une visite et il montre aussi que le musée il vit. Bien sûr. Ça c'est sûr. On va faire un peu du coup un peu pour vous contextualiser aussi l'exposition, un peu ce qui vous a poussé à participer à celle-ci. Et après on pourra faire plus une explication, on fera d'abord, c'est pour faire un appel de Jackie qui organisé pour participer à une section consacrée à la bière, qui est un patrimoine reconnu par l'UNESCO, patrimoine belge. Et le musée veut montrer que la bière, c'est aussi une réalité de notre région. On a énormément de microbrasseries, brasseries, grosses brasseries. Et donc, pour moi, c'est aussi relier le musée
au passé et au présent, avec ces bouteilles qui sont révélatrices d'une diversité et aussi d'une culture brassicole. Alors, il y a toute une section, une grande section consacrée à la mort, avec des choses assez exceptionnelles. Et on a un élément qui est vraiment très rare, c'est la boîte qui est là, qui fait un peu penser à la crèche de Noël dans sa structure, mais elle comporte à l'intérieur la patène, le plateau, le calice, les burettes et les chandeliers en cire. Et cette boîte était placée le jour de l'enterrement du prêtre au pied du cercueil, et on refermait la tombe pour que le prêtre continue l'office dans la mort. Ça, c'est vraiment rarissime. Pourquoi? Parce que généralement, on ne déterre pas un corps d'un curé, et donc, et là, les fossoyeurs d'une commune près de Tournai étaient tellement embêtés d'avoir ça dans leur atelier qu'ils ont téléphoné suite au conseil de Xavier de Florenne pour voir si le MUFIM n'était pas intéressé par l'accueillir. Une très très belle collection de souvenirs en cheveux de défunts. Donc là aussi, il y avait une tradition qui faisait qu'on appelait un coiffeur avant de refermer le cercueil, qui coupait les cheveux et après réalisait une composition avec certaines très complexes au niveau de l'image, comme on a au-dessus un saule pleureur au-dessus d'une tombe et un parvis de fleurs. À côté, on a quelque chose qui est très rare, c'est un encadrement avec les cheveux des grands-parents, des parents et des enfants. Et donc, on a une petite vingtaine de ces compositions. Et on peut remarquer qu'un grand nombre sont consacrés à des jeunes gens ou des enfants, parce que là, il y a la brutalité de la mort, qui est un peu compensée par un souvenir, et ces objets étaient généralement placés dans la chambre du défunt. Et voilà, ça c'est un objet assez surprenant, c'est un corbillard qui est passé par les escaliers. C'est très rare un corbillard qui passe les escaliers. C'est un corbillard qui a été acquis par la commission des cimetières et qui a été installé ici à mon arrivée.
On va aller jusqu'à la bibliothèque. En passant par l'estaminet, qui est un estaminet ancien, mais par exemple, là j'ai eu du plaisir de placer toutes des bières actuelles, dont un certain nombre de bouteilles avec des étiquettes qui ont été réalisées par des artistes, comme ici ou comme là, avec des textes poétiques. Et donc c'est aussi une façon de relier aujourd'hui à l'art dans un cadre ancien. Donc c'est vraiment une des caractéristiques du musée, et c'est pour moi vraiment une façon aussi de reconnaître de jeunes talents. Alors ici, c'est une salle, on quitte le musée pour être dans une salle d'animation avec un jeu de fer que nous avons acheté expressément pour les visiteurs. Ça, c'est un jeu qui est pratiqué dans la région. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il n'est pas genré, donc ça veut dire qu'on a des femmes, on a des hommes et on a des personnes de différents âges qui jouent à ce jeu, qui, avec les queues, fait un peu penser au jeu de billard, mais les règles sont très semblables aux règles du jeu de pétanque. Donc, voilà. Et on va aller dans les secteurs plus privés. Il y a un peu de bazar. On donne un coup de main à Border, une exposition d'art contemporain qui a eu lieu pendant l'été, et on leur a permis de remiser certains éléments avant leur retour chez des artistes. Et cette salle est notre bibliothèque de consultation, donc il y a un ensemble d'ouvrages qui sont consacrés à la fois à l'histoire, au folklore, aux traditions, au patrimoine de Tournai et de sa région, mais il y a également un certain nombre d'ouvrages consacrés aux artistes représentés dans le musée, et toute une section consacrée à la mort, avec entre autres les ouvrages que la Maison de la Culture édite avec la Galerie Coma, à partir des photographies et d'un texte qui cristallise deux sujets, d'André Chabot, qui aborde des sujets aussi différents que les animaux, les moustaches, bientôt les cheveux. C'est vraiment une très belle collection qui existe maintenant depuis facilement quasi une petite vingtaine d'années. Et il y a d'autres ouvrages sur le patrimoine funéraire, puisqu'à Tournai, il y a vraiment une politique dynamique vis-à-vis des cimetières, en y intégrant de l'art contemporain, en organisant des soirées poétiques, en permettant des interventions artistiques momentanées, des performances, voilà. Mais ça, la présence de ces ouvrages, c'est un peu un autre reflet de cette dynamique, avec un ouvrage que j'ai pu concevoir avec mon fiston, Robin Lègue, qui a la même passion que moi pour l'art contemporain et le patrimoine funéraire. Et ici, on a un condensé de toutes les actions menées. Denis Meyers qui est venu peindre
différents murs au cimetière du Nord. Luc Navet qui a installé une sculpture dans un village. Fazia Afshari qui est intervenu sur un columbarium avec ses céramiques. Et donc, c'est un livre mémoire avec des expositions temporaires, des interventions littéraires, poétiques. Et donc, je crois que l'édition, c'est ce qui permet de rendre un peu plus pérenne le fugace que sont les expositions ou les performances. Et c'est vraiment un grand bonheur d'avoir pu éditer cet important ouvrage, puisqu'il fait plus de 200 pages à travers des créations artistiques dans les cimetières de Tournai. On est trop bon.